Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire sur donc l'hétérojonction et cette nouvelle technologie qui commence à arriver sur le marché petit à petit avec des panneaux aux caractéristiques extrêmement prometteurs. Avant de rentrer dans la technique, je voulais juste rappeler qui est MyLight Systems et quel est notre métier. Donc, nous sommes fabricants de systèmes d'autoconsommation solaire depuis 2014. On vend tout un écosystème qui permet à la fois de produire avec des panneaux solaires, d'optimiser avec un système de gestion d'énergie, de gérer le surplus avec la batterie virtuelle et enfin qui permet à vos clients de suivre dans le temps leur installation parce que quand on parle autoconsommation, on parle long terme et pour faire le plus d'économies possible dans le temps et figer une partie de sa facture d'électricité, la maîtriser. Pourquoi vous parle-t-on aujourd'hui d'hétérojonction? MyLight System essaye toujours de vous apporter sur le marché les panneaux les plus performants et les dernières technologies. Et cette technologie, bien qu'ayant déjà à peu près 50 ans d'existence, est celle que l'on voit émerger en ce moment. Pour vous donner un petit rappel de l'histoire, donc l'hétérojonction a été inventée, parce que c'est vraiment une invention dans les années 70. Et pour la rendre vraiment performante, il fallait faire une technologie avec ce que l'on appelle une couche mince intrinsèque. C'est pour ça que vous pouvez voir le signe HIT pour parler de l'hétérojonction. Il existe aussi le signe HJT pour le J de hétérojonction ou SHJ pour l'hétérojonction du silicium, le S étant silicium. Et pour cette innovation sur la couche intrinsèque a été développée par Sanyo, qui entre-temps a été racheté par Panasonic. Et pendant longtemps, il y a eu un brevet sur cette technologie. Donc, il n'était pas possible pour les autres fabricants de vraiment développer à l'échelle commerciale cette technologie. Ça a donc donné un avantage concurrentiel à Panasonic pour ceux qui ont travaillé avec leurs panneaux solaires. C'était d'excellents panneaux, très en avance sur leur temps, jusqu'à à peu près 2011. En 2011, le brevet a expiré et donc ça a relancé toute la recherche autour de cette technologie par de nombreux fabricants, qu'ils soient européens ou asiatiques. Il faut à peu près 10 ans pour passer du laboratoire à la production et c'est pour ça que l'on commence à voir en 2020 des panneaux solaires de manière un peu plus massive et aujourd'hui, en 2022, on avait à peu près 350 gigas de capacité de production dans le monde. Ça reste très très faible par rapport aux autres technologies comme la technologie type P qui aujourd'hui domine le marché et type N qui est en très très forte croissance, mais c'est extrêmement prometteur. Alors revenons à ce qu'est l'hétérojonction et pourquoi on appelle ça hétérojonction. C'est parce qu'une même cellule photovoltaïque qui habituellement est composée d'un matériau unique qui est le silicium monocristallin ou polycristallin, va être composée cette fois-ci toujours de cette même couche de silicium plus fine et entourée d'une couche de silicium amorphe. On a donc deux matériaux hétérogènes. Et c'est le fait d'avoir cette couche de silicium type N majoritairement entre deux couches de silicium amorphe qui permet d'amener des performances absolument uniques sur le marché et très très intéressantes. Ces technologies nécessitent ensuite d'être recouvertes d'une oxyde transparente que l'on appelle en général TCO et qui est souvent à base d'indium. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au fil de l'eau, ça rendra la chose un peu plus interactive, surtout que quand on est en webinaire, c'est un petit peu, je me parle à moi-même, donc je suis toujours très contente d'avoir des gens qui m'interrompent et m'interrogent. Si on regarde un peu l'évolution dans le temps du rendement de ces cellules, on est sur un rendement absolument exceptionnel. On est déjà, à l'heure où on se parle, autour des 25-25,5% avec des cellules de taille M10. L'année dernière, nous étions à 24,5 parce que nous étions encore sur des cellules de taille M6. Et en fait, le phénomène d'avoir ces deux couches de silicium amorphe vont capter beaucoup plus d'électrons. Également, on travaille dans ces cellules-là la surface du silicium amorphe et la surface de l'oxyde transparent pour la rendre plus texturée et piéger plus de photons. Et c'est comme ça qu'on arrive à augmenter les rendements.
Ce qui est intéressant, c'est que cette technologie hétérojonction ouvre la porte à d'autres alliances. Là, on parle de l'alliance entre le cristallin, le silicium cristallin et le silicium amorphe, mais vous avez peut-être déjà entendu parler du perovskite. En fait, c'est qu'on rajoute encore un matériau dans cette cellule, en plus du silicium amorphe et du silicium cristallin. Et là, on va commencer à atteindre des rendements de cellules de 28%. Pour vous donner des ordres de grandeur de limite, l'hétérojonction au silicium va avoir un rendement théorique maximum autour des 28,5%. Quand on commence à parler de cellules tandem avec du perovskite, là, on va avoir des rendements théoriques maximum de 42% et des rendements de Mars de 30%. Donc, on atteint des niveaux vraiment exceptionnels. Et ça arrive vite puisque les différents fabricants nous annoncent ces perovskites en 2025. Donc, c'est vraiment demain. En plus d'être extrêmement puissants, ces cellules sont en plus de ça extrêmement stables. Donc, elles ont un niveau de dégradation, que ce soit en année 1 ou au-delà de l'année 1, bien plus faible que les cellules traditionnelles de type PERC. L'une des raisons, c'est que le cœur des cellules hétérojonction, c'est une cellule de type N. Alors, je vous ai mis un petit schéma pour ceux qui aiment la chimie de la composition d'une cellule de type P, ou un peu caricaturale évidemment, et d'une cellule de type N. Je réponds à la question juste après. Le dopage, en fait, on appelle type N parce que c'est dopé en négatif, donc on va mettre du phosphore, et c'est pour ça que vous voyez le petit point rouge, un électron en plus. Quand on parle de type P, on va être dopé en positif avec le bore. Et il se trouve que le bore peut générer ce qu'on appelle un complexe oxygène-bore, donc il va se connecter à d'autres atomes d'oxygène, et ça va créer des défauts dans la cellule. Et ces défauts dans la cellule vont entraîner une dégradation sous l'effet de la lumière. Et c'est pour ça qu'on a cette dégradation de 2,5% en année 1 pour les cellules PERC, puis de 0,45% par an à peu près. Comme nous sommes sur une cellule de type N, nous n'avons plus le bore, nous sommes avec du phosphore, qui n'a donc pas cette problématique de défaut avec l'oxygène. Et on est donc sur des cellules extrêmement stables. On est en année 1 à peu près à moins 1,5% de baisse, puis 0,36% par an. Je vous ai mis un exemple des résultats de tests à la lumière sur des cellules hétérojonction, et on voit bien qu'après 60 heures en continu sous une lumière à 1000 watts par mètre carré, il n'y a aucune dégradation. Je vois qu'on a une question. Oui, est-ce que le silicium restera quand même la matière principale? Oui, aujourd'hui, le cœur de ces cellules hétérojonction ou tandem reste le silicium, qui est un matériau aux propriétés absolument exceptionnelles et qui est celui, vous le verrez un petit peu plus loin, qui permet la conversion, une des meilleures conversions de la lumière en électricité. Donc voilà, donc non seulement un rendement alors, la perte sur la chaleur, j'allais y venir, donc on avance gentiment dans la présentation et je vais répondre à votre question. Donc, un meilleur rendement et un rendement et des puissances qui se dégradent moins. Voilà les premiers avantages de l'hétérojonction. Si on passe, et merci pour la transition et la question de transition, si on passe à l'impact de la température, effectivement, les cellules hétérojonction sont beaucoup moins sensibles à la température. Il faut savoir que le phénomène de photovoltaïque va être de moins en moins performant plus la température est haute. Tous les tests standards de puissance sont faits à 25 degrés. 25 degrés température du module. Si vous voulez savoir à peu près quelle est la température du module par rapport à la température ambiante, il faut rajouter entre 20 et 25 degrés. C'est-à-dire que s'il fait 25 degrés dehors, votre module va être autour des 50 degrés sur votre toit. Donc, il y a un delta très significatif, c'est-à-dire que les modules travaillent à température élevée et d'ailleurs, ils sont testés à température élevée pour s'assurer qu'ils sont robustes. Si on regarde le graphique, c'est assez parlant. Grâce au fait qu'il y ait une cellule plus fine de silicium cristallin et autour de ça du silicium amorphe qui est moins sensible aux températures élevées, parce que si on rentre un petit peu dans la chimie, sa bande interdite ou bande gap est plus large que le silicium cristallin. On va donc voir qu'à température élevée,
les cellules hétérojonction qui combinent l'atout du cristallin et l'atout de l'amorphe vont moins perdre en puissance à très haute température. Et ça se traduit comment sur la fiche technique des panneaux? Par un coefficient de température de 0,26% par degré contre à peu près 0,35 pour une cellule PERC. Si on regarde dans un climat chaud, dans un pays chaud, vous allez avoir à peu près 4% d'électricité produite en plus quand vous utilisez un module hétérojonction. J'espère donc que j'ai répondu à votre question. Encore un atout, en alliant ces deux matériaux, on va également avoir une meilleure performance à faible intensité lumineuse. Le graphique un petit peu barbare en bas à gauche essaye de vous illustrer les rayons lumineux qui sont captés par les deux technologies, la technologie du silicium cristallin et la technologie du silicium amorphe. Vous voyez que le silicium amorphe va capter dans des longueurs d'onde plus faibles et le silicium cristallin dans les longueurs d'onde plus larges. Résultat, la cellule hétérojonction capte tout ce qui est sur la courbe rouge. Pour ceux qui ont de bons yeux, en pointillé, vous avez le spectre lumineux. Donc en gris, c'est le spectre lumineux qu'on appelle AM 1.5. On va dire que c'est une lumière d'été pour un peu résumer les choses. Vous avez en pointillé un spectre lumineux un spectre nuageux, donc dans des contextes avec une intensité lumineuse beaucoup plus faible. Et vous voyez que quand on est dans un jour nuageux, vous avez beaucoup plus de longueur d'onde dans la partie faible qui sont donc beaucoup mieux captées par le silicium amorphe. Une fois de plus, l'alliance de silicium amorphe, silicium cristallin améliore ses performances à bas rayonnement. C'est très clairement identifié dans la courbe de droite avec les mesures de rendement en fonction du rayonnement lumineux. 1000 est le rayonnement qui est utilisé à la fin des lignes de production pour calculer le fameux watt crête. On est donc à 1000 watts par mètre carré à 25 degrés Celsius, c'est ce qu'on appelle STC. Si on continue toujours dans les atouts de l'hétérojonction, vous allez me demander, il n'y a pas beaucoup de défauts, hein. Mais c'est vrai, c'est pour ça que c'est vraiment une technologie prometteuse. C'est une technologie qui allie beaucoup d'atouts. Le dernier atout, c'est que par design, les cellules hétérojonction sont bifaciales. Elles sont symétriques. Et donc, elles captent assez naturellement l'énergie sur les deux faces. Et comme elles sont beaucoup plus symétriques que des cellules PERC, vous allez avoir un taux de bifacialité bien supérieur de 90% contre 70%. Ça veut aussi dire que les technologies et les architectures de type biverre sont à privilégier. Le biverre est également à privilégier pour la protection contre l'humidité. On parlera du prix juste après. Merci pour le petit commentaire. Il faut savoir donc qu'on utilise ces oxydes transparents. Ils sont très sensibles à l'humidité. L'avantage du biverre, c'est que comme vous pouvez le découvrir plus en profondeur dans notre webinaire dédié, vous n'avez pas, le verre est parfaitement imperméable à l'humidité de l'air. Donc, le seul point faible d'un panneau biverre, ce sont sur les côtés. Et sur les côtés, l'humidité met énormément de temps à rentrer parce qu'on est sur une surface exposée à l'air très faible. Donc, pour avoir un panneau hétérojonction le plus performant possible et surtout qui dure longtemps et qui assure ses garanties 30 ans, il faut vraiment bien le protéger de l'humidité. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose des panneaux hétérojonction biverre et donc bifaciaux par design. Pour vous donner un exemple de ce que ça veut dire, 90% de taux de bifacialité par rapport à une cellule PERC qui est à 70%. On vous a mis un petit tableau sur le côté. Et si vous prenez sur gazon, par exemple, qui est quand même pas un sol extrêmement clair, vous allez avoir autour de 16-17% de production en plus pour un panneau hétérojonction que pour un panneau PERC bifacial. Le pourcentage de bifacialité sur une toiture tuile, on va pouvoir vous le sortir, mais on est pas mal sur du gazon ou sur du ciment, on n'est pas trop mal, vous pouvez prendre à peu près ces éléments-là. Enfin, les panneaux hétérojonction vont nécessiter une fabrication plus simple et plus rapide que les panneaux traditionnels de silicium cristallin.
il y a à peu près 10 étapes de fabrication contre 21 pour les cellules. Alors oui, aujourd'hui, on est sur des technologies produites de manière moins massive que les technologies traditionnelles type P ou type N. Donc, cette fabrication plus simple ne s'est pas encore traduite par une baisse de prix significative en valeur absolue, mais dans le temps, comme on peut imaginer assez facilement, comme il y a cette simplification des étapes de fabrication, que que cela se reflètera également dans le prix. En tout cas, aujourd'hui, cela se reflète déjà dans l'empreinte carbone. En effet, il faut savoir que l'empreinte carbone d'un panneau solaire est majoritairement due à la fabrication de la cellule qui est extrêmement énergivore. Vous allez devoir monter vos cellules en température à 800-850 degrés Celsius contre environ 200 degrés Celsius pour une cellule hétérojonction. Et enfin, comme les cellules sont plus puissantes, pour moins de matière, vous allez avoir un bilan carbone inférieur par kilowattheure produit dans le temps. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a des premières évaluations non certifiées qui nous amènent autour de 397 kg d'équivalent de CO2 par kilowatt. Une autre question, donc quelle est la production de la face cachée par rapport à la face exposée au soleil dans un panneau bifacial? Alors ça va vraiment dépendre de la surface d'en dessous. Les tests que l'on fait quand on fait les tests STC pour le bifaciaux, on flash à peu près 90% en face supérieure et 10% en face inférieure. Et ça, c'est ce qu'on fait pour les tests. Ensuite, quelle face va récupérer quelle quantité de lumière? Ça va vraiment dépendre de votre surface en dessous. Autre question, est-ce que le panneau hétérojonction est plus lourd et plus grand qu'un panneau simple? Et quelles sont ses caractéristiques? Alors, en fait, au contraire, le panneau hétérojonction, comme vous allez avoir une cellule plus puissante à taille identique, hein, donc pour une M10, vous allez être autour des 25%. Vous allez pouvoir, sur la même taille de panneau que pour des cellules M10, avoir du 435, voire plus watts crête quand vous allez rester autour du moins de 420 pour une cellule de type P, 425 pour une cellule de type N. En termes de poids, on reste sur du panneau bivert. Le panneau bivert a en général autour de 2 kg de plus qu'un panneau standard, 2-3 kg de plus. Mais là encore, il y a des progrès qui sont en train d'être faits pour commencer à travailler avec du verre de 2 mm pour essayer de réduire cet impact poids du panneau bivert. L'autre question, d'où viennent les cellules hétérojonction? Production dans quel pays? Si on parle un petit peu de la chaîne de valeur des cellules photovoltaïques, il faut savoir que le polysilicium est fabriqué à plus de 70% en Asie, mais surtout ce qui est fabriqué majoritairement en Asie, ce sont ce qu'on appelle les ingots et les wafers, donc c'est les premières étapes de fabrication qui sont, comme l'un d'entre vous l'a rappelé au début, au cœur de la cellule hétérojonction, puisque vous avez toujours du silicium cristallin. Donc cette partie-là reste fabriquée en Asie. Après, le reste des processus de l'hétérojonction sont aujourd'hui en train d'être développés en Europe. Je ne citerai pas de nos concurrents, mais il y a un certain nombre de nos concurrents qui travaillent dessus, mais également des laboratoires comme le CEA, qui est très en avance et très reconnu sur cette technologie. L'hétérojonction peut donc être un espoir pour l'industrie européenne de relocaliser la production de cellules photovoltaïques. Pour moi, c'est un vrai point positif aussi de cette technologie. Dernier point, encore une question, réduire l'épaisseur du verre rend le panneau plus fragile? Pas nécessairement, puisque la résistance mécanique en fait, d'un panneau est fortement impacté par le cadre en réalité. Ça peut un petit peu plus le rendre sensible au grêle, mais pas vraiment une fois de plus, parce qu'en fait, le fait que vous ayez du bivers, et je vous invite vivement à aller voir le webinaire à ce sujet, le fait que vous ayez deux matériaux en face avant et face arrière va amener une très très forte résistance, et ce n'est pas nécessairement l'épaisseur qui va avoir un impact, c'est le fait d'avoir cette symétrie d'architecture dans le panneau. Alors, je suis en train de louper des questions, excusez-moi. Que comprend cette garantie 30 ans? On est sur une garantie produit et performance. Ces nouveaux panneaux vont-ils être intégrés au logiciel MyLight pour estimer la productivité? Eh bien, merci beaucoup, parce que je vais en parler dans 2 slides. Donc, je passe déjà au slide d'après pour vous montrer que tout ce que je viens de vous expliquer de manière théorique
a été déjà mesuré de manière physique dans des tests. Et là, vous voyez des tests de production entre un panneau hétérojonction bivers, bifacial évidemment, avec un panneau PERC bifacial et un panneau monofacial. On trouvait que c'était important de comparer deux bifacialités pour vous rendre compte de la différence. Et ce qu'on observe, c'est que sur les mois de mai, juin, juillet et août, on voit que le panneau bifacial hétérojonction par rapport à un panneau PERC bifacial hétérojonction produit 7 à 8% en plus. Et quand on compare un bifacial hétérojonction avec un monofacial PERC, on est sur 14-16% de production en plus. Donc, c'est extrêmement significatif. C'est-à-dire que tous les phénomènes théoriques que je viens de vous expliquer, on les mesure, on les observe. Et si on fait un petit bilan, et comme ça, j'arriverai à la question qui a été posée, si on fait un petit bilan et qu'on ajoute tous ces avantages, meilleur coefficient de température, dégradation plus faible des cellules, meilleure bifacialité, meilleure performance en faible luminosité, on peut prendre de manière assez raisonnable un gain de 17,1%, donc si on fait toute cette somme, de production en plus par rapport à un panneau classique. Et ce gain a été intégré dans notre outil logiciel ProSizer. Donc, si vous sélectionnez un panneau hétérojonction, vous aurez automatiquement cet ajout de production qui est inclus. Et une fois de plus, vous pouvez modifier et travailler ce pourcentage dans les paramètres, puisqu'on veut que vous soyez à l'aise avec les performances annoncées. Alors, quel est le micro-onduleur le plus adapté à ce panneau? Une fois de plus, ça va dépendre de la puissance du panneau. Aujourd'hui, le panneau qu'on propose, c'est le 435 hétérojonction. Et donc, si vous regardez les caractéristiques techniques, si je ne me trompe pas, c'est l'IQ8HC qui est le plus performant pour ces panneaux. Voilà. Et oui, le ProSizer est mis à jour. J'ai fini et fait le tour de l'intégralité des atouts que je voulais vous présenter. Et si vous avez d'autres questions, nous avons le temps. Alors, par rapport à la technologie Shingle Black, y a-t-il des études comparatives faites? Ce ne sont pas deux choses qui s'opposent, la technologie Shingle et la technologie hétérojonction. Vous pouvez faire un hétérojonction Shingle. Shingle, c'est la manière de connecter les cellules entre elles. Donc là, je ne sais pas si vous me parlez d'un Shingle Black type N ou d'un Shingle Black type P. Donc, une fois de plus, il faut bien comprendre que l'hétérojonction, c'est la technologie de la cellule. Le Shingle va être une architecture de modules. Donc, des études comparatives peuvent être faites, mais ça va plutôt être fait entre l'hétérojonction et le type N, l'hétérojonction et le PERC type P. Peut-on avoir le PowerPoint par mail? La présentation va être disponible en ligne sur notre chaîne YouTube, donc vous pouvez le regarder comme vous voulez. Le type N, eh ben on peut, là c'est vrai qu'on a beaucoup comparé au type PERC P. Vous avez sur certains des slides, entre autres sur la partie température, une comparaison avec le type N. Je n'ai pas exactement les différences de puissance de cellules, mais on reste encore sur une technologie, l'hétérojonction, plus intéressante que le type N. En tout cas, en termes de dégradation, en termes de basse luminosité, etc. etc. D'ailleurs, les panneaux type N à taille équivalente vont être aujourd'hui à 425 watts crête, quand un hétérojonction est à 435 watts crête, à surface égale. S'il y a d'autres questions, surtout, n'hésitez pas. Le panneau hétérojonction est uniquement disponible en bifacial, il n'y a aucun monofacial. Il est vrai que comme par design, la cellule est bifaciale, la majorité des hétérojonctions vendues sont vendues bifaciaux. Il n'y a pas vraiment d'hétérojonctions monofaciaux sur le marché aujourd'hui. Aujourd'hui, MyLight propose une version 435 watts crête. Quelle sera la prochaine version? On espère pouvoir un jour très prochain, pouvoir vous proposer du 500 watts crête à taille adaptée au résidentiel. Les tarifs, je ne parle pas de tarifs lors de ces webinaires. Je vous invite à vous rapprocher de vos distributeurs. Sur un panneau 435 en STC, peut-on dire qu'un NOCT, il est à environ 330 watts crête? Alors là, je ne peux pas faire le calcul de tête, mais NOCT, vous allez plutôt être à plus basse température que STC.
Donc, il faudra que je regarde. Attention, avec un micro IQ8, perte de puissance due au micro-onduleur. Alors, une fois de plus, effectivement, quand on commence à atteindre des panneaux de 435 watts crête, il faut prendre le micro-onduleur adapté. Autrement, vous allez avoir un risque d'écrêtage dans les jours chauds. Et les jours lumineux. Et au contraire, froid. Quelle est donc l'estimation du prix de ce panneau? Vraiment, je m'excuse, mais je ne peux pas parler prix dans ces webinaires. Oui, il y a un intérêt d'un bifacial sur un toit tuile. Il y a un webinaire dédié sur la bifacialité. Il ne faut pas oublier que la bifacialité, bien sûr, se sert de l'albédo. C'est le plus gros phénomène qui aide sur la bifacialité et qui permet d'améliorer les performances. Mais il n'y a pas que ça. Au sein de la cellule, il y a un certain nombre de pertes d'électrons qui sont captés dans une cellule bifaciale et qui ne le sont pas sur une cellule monofaciale. Donc la bifacialité, même sur toit de tuile, et d'ailleurs vous l'avez vu, on a mis des exemples sur le gazon, sur le ciment, qui ne sont pas spécialement des sols blancs, vous avez un intérêt et un gain supplémentaire. Le gain en productivité sur tuile est équivalent à celui de l'asphalte. L'asphalte étant très noir, je pense que c'est assez similaire en effet. Y aura-t-il une version full black? Alors quand on fait une version full black, on va un petit peu atténuer l'intérêt de la bifacialité. Donc c'est vrai que sur les panneaux hétérojonction, on va plutôt rester sur du bivert transparent. Et honnêtement, sur toiture, entre un bivert et un full black, les écarts entre cellules étant tellement fins, il n'y a pas une grosse différence esthétique. Eh ben, merci à tous et je vous souhaite un très bon appétit. Au revoir.